Eh bien, bonsoir à tous. Il est 20 heures. Nous allons commencer, je pense. Je vous remercie d'être venus. Vous êtes très nombreux. Vous êtes à distance. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes très nombreux. Et c'est assez compréhensible, car d'une part, nous avons une oratrice de qualité aujourd'hui, et d'autre part, parce que le sujet que nous allons aborder concerne chacun d'entre nous au plus profond de son être. La question que nous avons posée à Valérie, elle est peut-être simple, mais la réponse à lui donner ne l'est pas. La question, je le rappelle, c'est pourquoi ressentons-nous que tout s'accélère avec l'âge, c'est-à-dire la question de la perception du temps aux différents âges de la vie. Encore un sujet passionnant pour nos découvrades et je dis déjà merci à Valérie Tartas, notre conférencière. Alors, je le soulignais, c'est une conférence, c'est une visioconférence. Donc, ça veut dire qu'en pratique, la plupart de vous ne le savent déjà. Donc, il vous est possible de poser des questions. Pour ça, vous avez un bandeau en bas de votre écran avec marqué questions-réponses. Et c'est là, je l'espère, que vous pouvez poser vos questions par écrit, questions que je relayerai au bout de la conférence à notre conférencière. Donc, essayez d'éviter ce qui s'appelle le chat, utilisez plutôt ce qui s'appelle questions-réponses, ça sera plus commode. La perception du temps, donc sur le temps, il faut évidemment commencer, on peut rappeler Saint Augustin. Que disait Saint Augustin? Il disait sur le temps, si vous ne me demandez pas ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est. Mais si vous me demandez, je ne sais pas le dire. Donc, à sa façon, Saint Augustin souligne que le temps est une sensation, un ressenti. Alors, si ces mots sont les mots justes, je compte sur Valérie pour nous dire si c'est la bonne formulation. C'est une sensation commune, oui, certainement, car elle affecte tout le monde, chacun d'entre nous. Mais ça ne veut pas dire que cette sensation soit la même pour tout le monde. Et ça ne veut pas dire non plus que cette sensation demeure identique tout au long de la vie. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et de fait, nous partageons aussi une autre sensation très commune qui nous fait voir le temps filer de plus en plus vite au fur et à mesure que nous vieillissons. Ceux d'entre nous qui sont nés au XXe siècle le savent. Et ceci est finalement, dans une certaine mesure, paradoxal, parce qu'on pourrait penser que les enfants qui changent beaucoup, qui changent très vite, voient le temps passer, alors qu'en fait, on a l'impression qu'il le voit moins, je crois, moins filer, mais Valérie, vous nous le direz. Ou alors, il le voit d'une manière différente, avec des types de repères spécifiques. Par exemple, c'est vrai, il nous demande c'est quand Noël ou quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Tous les parents connaissent ça. Donc, il y a une vision du temps, mais qui n'est peut-être pas la même que la nôtre. Donc, c'est un sujet complexe, c'est un sujet un beau sujet complexe pour notre découvrade de ce soir. Nous sommes heureux que Valérie Tartas ait accepté de relever ce défi. C'est sûrement, vous le constaterez, la femme de la situation. Valérie est spécialiste, elle est enseignante, chercheure, elle est professeure de psychologie du développement à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Elle avait accepté de nous parler depuis très longtemps, puisque cette intervention était prévue avant les vacances d'été, en plein période qui devait être une période de confinement. Alors, les travaux de Valérie portent principalement sur la manière dont les enfants comprennent le monde dans lequel ils vivent et dont ils en élaborent le sens. Dire ça, c'est facile, mais pour progresser, donc, il faut observer les enfants interagir entre eux, il faut les observer interagir avec les adultes dans de très différents contextes. Il s'agit donc d'une science expérimentale. Donc, si vous le permettez, je voudrais encore ajouter un point qui est important, pour moi en tout cas, je le crois. Valérie Tartas, avec une collègue qui s'appelle Christine Sorsana, a écrit un petit livre passionnant et clair sur l'intelligence. Ce livre fait le point sur un certain nombre de questions, une dizaine, dont certaines sont devenues des mythes. Je pense par exemple à les filles et les garçons n'ont pas la même forme d'intelligence, la bosse des maths existe, les enfants d'aujourd'hui sont plus intelligents que leurs parents, ou écouter du Mozart rendrait intelligent. C'est un livre passionnant donc,
pas seulement parce qu'il analyse la situation et qu'il fournit des réponses précises sur ce que les psychologues du développement ont à nous dire sur le sujet aujourd'hui, mais aussi parce qu'il fournit des éléments très clairs sur les expériences et les protocoles qui ont permis donc aux chercheurs de répondre, de fournir une réponse scientifique à ces questions. Donc, je vous le conseille. On ne pourra pas faire de séance de signature aujourd'hui pour des raisons évidentes, mais donc il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses et de donner la parole à Valérie, et de donner la parole à Valérie et lui poser donc la question: est-ce qu'il est vrai que le temps file de plus en plus vite au fur et à mesure que nous vieillissons? Et accessoirement, est-ce que l'intelligence joue un rôle dans cette perception du temps qui passe? Valérie, dites-nous tout. Je vous passe la parole pour une petite heure. Très bien. Et nous aurons ensuite une séance de questions-réponses. Voilà. Bien, alors je vous remercie beaucoup pour cette introduction, cette présentation, mais aussi pour l'invitation. Mettez votre micro peut-être. Je l'ai mis là, vous m'entendez pas? Il est activé. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, c'est parfait. C'est parfait? Bon, merci. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation et puis cette présentation mettant en avant un challenge que nous allons essayer de relever donc durant cette petite heure qui va s'écouler. Alors, j'espère qu'elle s'écoulera vite. Peut-être que ça voudrait dire que vous avez pris du plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Alors, merci de me donner l'occasion de parler de cette notion complexe qu'est le temps. Donc, je vais essayer de regarder avec vous, si vous voulez bien, donc ce que veut dire cette idée que tout s'accélère avec l'âge. Donc, cette idée finalement que... alors, on essaiera de préciser ce que veut dire tout, mais je l'ai interprété comme le temps s'accélère avec l'âge et notre perception du temps en particulier, et on essaiera donc de répondre à cette question en faisant un petit voyage au cours des âges de la vie. Alors peut-être dans un premier temps, avant de répondre à pourquoi est-ce que nous ressentons que finalement tout passe plus vite avec l'âge, on va d'abord se poser la question, est-ce que le temps passe réellement plus vite avec l'âge, et puis on essaiera de voir pourquoi ensuite. Alors, vous avez parlé de ce petit livre sur l'intelligence qui essaie d'explorer certains mythes. Alors, est-ce que c'est justement un mythe, une idée reçue, une croyance, cette idée qu'avec l'âge, le temps défile, et que plus on avance en âge, et plus le temps défile? Alors, pour commencer, je vous propose quelques propos relevés dans les discussions avec différentes personnes. Pour commencer, Eliette, 92 ans, la vie semble s'arrêter quand on n'a plus de futur. C'est vraiment cela qui me semble plus bizarre avec l'avancée en âge. Mes journées sont longues, je m'ennuie, mais que les années passent vite depuis que je ne travaille plus. Je ne vois pas le temps passer, dit Paul, 82 ans. Avec ces deux exemples, qui ne sont que des exemples, on voit bien la complexité dans laquelle on est plongé, notamment avec l'avancée en âge, cette idée finalement de ne plus avoir de perspective temporelle, de ne plus pouvoir se projeter. Alors bien sûr, Eliette, elle dit qu'elle se projette à travers les siens, mais que pour elle-même, cette idée de perspective semble complètement terminée. Pour Paul, en revanche, on voit bien la difficulté. D'un côté, finalement, les journées n'en finissent pas. Et puis de l'autre, les années, si on regarde en arrière, il ne les voit pas passer. Donc on voit déjà avec ces deux exemples que c'est pas si simple, ne serait-ce qu'en discutant comme ça avec des personnes qui ont un peu plus de vécu que d'autres, de se demander finalement qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas, quelle est la perception que l'on a de la durée et quel est le sentiment finalement que l'on a du temps qui passe. Alors si on regarde du côté d'exemples qui proviennent d'enfants d'aujourd'hui ou d'hier, par exemple Raphaël en train de jouer avec sa maman nous dit « Est-ce que tu veux mettre le réveil sur pause? Je vais chercher quelque chose et je reviens ». Ou encore Alexandre, donc une observation rapportée par Minkowski dans Le temps vécu. Donc c'est son fils Alexandre, en fait, qui a 6 ans au moment où il partage cet événement avec son père. Donc ils prennent le petit déjeuner chaque matin et le papa a l'habitude de fumer une cigarette avant qu'il ne parte pour l'école. Un jour, donc son père s'étant réveillé plus tard que prévu,
Il demande à son fils de se dépêcher pour ne pas être en retard et l'enfant répond « Mais papa, nous ne pouvons pas être en retard, tu n'as pas encore fumé ta cigarette ». C'est bien de ces événements-là dont il s'agit quand on parle du temps, c'est-à-dire finalement comment les enfants vont-ils avoir des repères avant d'avoir des horaires. Donc que ce soit Raphaël ou Alexandre dans ces exemples, on voit bien d'abord que ces questions du temps, elles émergent dans la vie sociale, et puis que finalement, cette idée de convention, que le temps défile, que le temps ne s'arrête jamais de couler, ben peut-être on en prend conscience relativement tardivement. Alors, on va essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc, le voyage que je vous propose ce soir, c'est dans un premier temps d'essayer de définir de quoi on parle. Donc, on essaiera de voir un petit peu le temps de façon générale, mais en particulier en psychologie. Et puis ensuite, on essaiera donc par des illustrations qui proviennent de travaux empiriques en psychologie, on s'interrogera sur les perceptions du temps. Est-ce qu'on arrive à percevoir le temps, mais de quel temps on parle? Et puis, en quoi ces travaux ont permis de distinguer entre les perceptions de la durée notamment, et puis le sentiment du temps qui passe. Donc, on verra des travaux là-dessus. Et puis, je vous propose donc ensuite d'aller regarder le rôle du langage et de la culture dans la compréhension du temps. Et on essaiera de voir, pour terminer, que le temps, c'est un concept relationnel qui amène finalement à mettre en relation différents domaines et qui nécessite finalement un nécessaire dialogue entre les approches. Donc ça, ce sera pour la fin. Alors, une définition du temps. Évidemment, c'est très compliqué. Vous avez cité Saint-Augustin dans l'introduction. Effectivement, si on regarde en philosophie, déjà, il y a énormément de postures, de définitions du temps, mais évidemment, le temps n'est pas la propriété d'une discipline. Et si on regarde un petit peu les différentes définitions selon les disciplines, elles sont nombreuses, elles sont variées, elles sont parfois incompatibles. Donc, c'est compliqué. Alors moi, je ne vais pas prendre l'ampleur de tous ces champs, mais je vais essayer de me situer en psychologie. Alors en psychologie, une manière d'aborder le temps, la psychologie envisage finalement souvent cette notion autour de tensions, autour de points de contrariété, de contradiction. Par exemple, certains vont se spécialiser dans le temps biologique, ce temps qui nous est donné par nos cycles, jour-nuit, veille-sommeil, etc. D'autres vont se spécialiser plutôt dans le temps physique. Alors on trouve ces oppositions entre le temps interne et puis le temps physique, celui des événements, celui qui est externe. On va retrouver cette idée d'interne-externe avec le temps objectif, celui qui est donné par les horloges par exemple, et puis le temps subjectif, la sensation donc, que le sujet peut avoir de ce temps qui passe. On retrouve cette même dichotomie avec d'autres appellations. Certains auteurs vont parler du temps psychologique, et puis d'autres vont parler du temps social et culturel qui renvoie à l'intériorisation finalement des normes culturelles, sociales en lien avec le temps. De façon générale, on va avoir des travaux qui vont porter plutôt sur les actions. Les actions, le temps agit. D'autres qui vont s'intéresser plutôt au langage. Et puis d'autres, enfin, au concept de temps, tels que la durée, la vitesse, etc. La difficulté, finalement, c'est de pouvoir faire des liens entre ces différents temps. Et ça, c'est encore un challenge que nous avons aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut conclure de ce premier panorama très général, c'est que le temps est pluriel, il comporte de multiples facettes. Et puis, la question reste de comment s'orienter dans la vie sociale. Et le temps peut nous donner justement des clés quand on s'intéresse justement à lui. Alors, peut-être cette idée de multiples facettes du temps. Comme je l'ai dit, il y a le temps naturel, le temps physique, etc. Donc là, c'est partagé autant par les sociologues, par exemple, que les psychologues, cette idée qu'il y a de multiples facettes. Mais on voit bien aussi que se poser cette question du temps, vous l'avez aussi un petit peu soulevé, c'est finalement se poser la question du soi dans le temps, de son inscription dans une certaine histoire, dans une certaine durée. C'est aussi le rapport que l'on peut avoir à l'âge. C'est-à-dire, évidemment, selon le contexte, quel âge avez-vous? Ça peut être quelque chose d'agressif finalement, ou en tout cas que l'on va ressentir
en tout cas, qui peut mettre mal à l'aise, ou au contraire, qui peut valoriser l'autre. Donc, cette idée de l'âge, c'est aussi quelque chose que l'on va retrouver derrière cette notion de temps, et de temps qui passe en particulier, on le verra. Alors peut-être plus précisément donc en psychologie, il se trouve que le temps a été défini autour de 3 dimensions. La succession, effectivement, pouvoir mettre de l'ordre dans les événements qui sont considérés comme des unités discrètes, c'est une opération très importante pour maîtriser cette notion de temps. De la même manière que comprendre que 2 événements, que 2 ordres de faits arrivent en même temps, c'est-à-dire la simultanéité, c'est aussi une opération cruciale pour arriver à se repérer dans le temps. Et enfin, la durée, c'est-à-dire la capacité finalement de délimiter un intervalle dans la continuité de temps. Par exemple, je vais parler 1 heure ce soir, ça sous-entend finalement qu'il y a 2 événements simultanés, le temps de mon discours et puis le parcours sur l'horloge de 7 heures, donc le parcours de l'aiguille sur l'horloge. Ces 2 événements seront simultanés, on pourra en conclure que j'ai parlé pendant 1 heure. Donc ces 3 dimensions-là sont fondamentales, on va les retrouver dans les travaux pionniers dont je vais vous dire 2 mots ensuite. Et puis il y a une autre triade très importante qui, elle, renvoie davantage à cette perspective temporelle, cette inscription du sujet dans le temps, avec cette idée du passé, du présent et du futur. Alors évidemment, on s'interrogera finalement sur ces différentes dimensions lorsqu'on va essayer de répondre à cette question sur le temps défile avec l'âge. Alors une autre manière de se positionner pour essayer de répondre à cette question, c'est d'identifier différents niveaux, parce que la question est complexe et l'idée, c'est qu'effectivement, on peut tout à fait partir du présent, de l'ici et maintenant, du soi présent, et de se dire finalement, si tout à coup là je vous mets un son, ou bien je vous mets une petite lumière, est-ce que finalement vous êtes capable de me dire combien de temps elle a duré? Donc on est dans le présent, dans l'ici et maintenant, et puis on va évaluer des durées à partir d'informations diverses et variées. C'est une manière de pouvoir se saisir de cette question de l'accélération du temps. Une autre façon de voir, c'est d'étendre un petit peu les choses et de se situer dans cette perspective temporelle dont je vous ai parlé, c'est-à-dire à partir du moment où le sujet finalement est capable d'identifier qu'il y a un hier, un demain, un passé plus étendu ou un futur plus étendu, mais aussi ce présent qui se déroule au fur et à mesure qu'il parle, par exemple. Donc, les auteurs ont parlé de soi temporel étendu. Donc, on va pouvoir se poser la question aussi de est-ce que cette sensation d'accélération, on la retrouve à cette échelle de perspective temporelle? Ou encore, est-ce que finalement, si on dézoome encore plus, est-ce que finalement l'accélération se retrouve à une autre échelle, à un autre temps, le temps du monde, le temps historique par exemple. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'imbrication de différents niveaux. Alors on pourra effectivement se poser cette question ou garder en tête, est-ce que cette accélération du temps, on la retrouve à ces différents niveaux ou bien est-ce qu'elle est spécifique par exemple d'un niveau. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que le temps passe réellement plus vite avec l'âge? Et si oui, pourquoi? On va se situer essentiellement, dans un premier temps, sur les travaux qui vont nous parler de la durée. Et on verra qu'on peut distinguer 2 types de durée. Cette durée estimée, est-ce que vous êtes capable d'estimer un point lumineux, de dire le temps qu'il a duré, ou bien on verra qu'il y a une distinction avec la sensation de cette durée que vous allez éprouver. Donc, on essaiera de comprendre finalement entre durée perçue, estimée, et puis expérience de la durée telle que l'on peut la vivre. Donc, cette idée que la durée est étudiée principalement dans les études en psychologie, si on fait le tour à travers le terme de temps, c'est essentiellement l'objet qui a été le plus étudié. Le temps a été peu étudié relativement à d'autres sujets en psychologie, mais la durée fait partie des dimensions qui sont les plus étudiées.
Alors, on commence en psychologie du développement avec Piaget, qui a énormément travaillé cette question, notamment en termes de connaissances relatives au temps physique, c'est-à-dire à cette compréhension que vont avoir progressivement les enfants d'un temps notionnel qui comprend à la fois la distance, la vitesse et le temps, ou bien les travaux de Fraisse sur la durée. Il y a très peu de travaux, comparativement à ces travaux sur la durée, qui vont qui vont aborder d'autres facettes. Par exemple, se repérer, s'orienter dans le temps. Là, il y a beaucoup moins de travaux. Et puis, il y a une tension autour de cet objet temps. Parfois, certains vont plutôt l'examiner et le définir au regard d'un mécanisme interne, individuel. Donc, c'est essentiellement des processus internes et individuels qui permettent d'expliquer qu'on arrive à estimer des durées. Et puis, pour d'autres, il s'agit d'une construction sociale. Donc là, on verra aussi que l'on va pouvoir avoir quelques débats, quelques contradictions autour de ces aspects. Alors, que nous disent les travaux qui vont porter sur le jugement temporel ou sur l'estimation des durées brèves? Quand on parle de durée brève, il n'y a pas un consensus dans les travaux. C'est un premier problème, je dirais, mais on a des travaux qui portent sur la milliseconde, sur quelques secondes, jusqu'à une minute, on va dire. Mais ça, c'est plutôt ce qu'on appelle en psychologie cognitive, notamment, les durées brèves. Alors, que montrent les travaux là-dessus? Qu'est-ce qu'ils proposent? Voilà, vous avez par exemple une stimulation, un rond bleu qui apparaît sur l'écran, et ce rond bleu, il va varier, là il est déjà trop long, mais il va varier entre 500 millisecondes par exemple, et puis 1300 millisecondes, ou bien entre 1 seconde et 8 secondes, enfin ça varie un peu dans ce périmètre-là. Et donc, on va vous proposer des ronds qu'on appelle courts, qui sont plutôt 500 millisecondes, ou bien des ronds qui vont durer plus longtemps. Et on va vous montrer un certain nombre de ronds qui durent finalement entre 500 millisecondes et 1300 millisecondes. Et donc cette tâche s'appelle la dissection temporelle. Elle a été utilisée aussi bien avec les animaux qu'avec les humains. Et elle a permis de montrer finalement que les adultes jeunes comme âgés, ainsi que les enfants dès 8 ans qui ont des performances qui ressemblent à celles des adultes, vont estimer très bien ces durées brèves. C'est-à-dire qu'ils sont capables de distinguer des durées très courtes de durées un peu plus longues. Mais les enfants de 5 ans sont aussi capables de le faire avec un peu plus de difficulté, mais ils arrivent quand même à bien différencier ces niveaux. Alors, il se trouve que cette tâche, elle a aussi été utilisée, puisqu'elle ne fait pas intervenir finalement le langage, ou très peu. Elle peut être aussi utilisée, en la détournant un petit peu, avec des bébés très jeunes. Donc, dès 4 mois, les bébés sont aussi sensibles finalement à ces durées brèves. Donc, finalement, les bébés comme les adultes, ou les enfants un peu plus âgés, sont tout à fait capables de catégoriser les durées, de les estimer. Et ça a permis aux chercheurs, en tout cas ça a conduit les chercheurs à parler d'un système interne de mesure de durée brève. Ils ont utilisé le terme d'horloge interne, une sorte de métronome interne qui bat la mesure et qui permet finalement de détecter de façon efficiente les durées brèves. Alors, ces travaux qui se basent donc sur ce modèle de l'horloge interne montrent donc que nous sommes tout à fait bons pour estimer des durées brèves, des tout petits, que ça progresse entre 3 et 5 ans et entre 5 et 8 ans en particulier chez l'enfant, mais qu'à partir de 8 ans, les réponses sont tout à fait proches de celles de l'adulte. Cela permet aussi que nous soyons adaptés aux situations quotidiennes, cette idée de finalement pouvoir estimer ce temps très court. Cependant, les travaux montrent également que nous sommes soumis à des distorsions temporelles, ou bien que notre horloge interne nous joue des tours. Par exemple, quand on est malade, quand on a de la fièvre, ou encore quand on est soumis à de fortes émotions, par exemple. Donc, c'est essentiellement en France, Sylvie Droit-Volé, une collègue qui est à Clermont-Ferrand, qui a énormément travaillé sur ces différents aspects autour des durées brèves. Alors, donc, on est très fort pour estimer des durées brèves. Mais qu'en est-il donc de ce sentiment du temps qui défile avec l'âge? Alors, on va voir qu'il y a de multiples théories, de multiples propositions théoriques pour essayer d'expliquer
cette idée que le temps défile avec l'âge, donc des théories qui sont très anciennes ou plus récentes, et puis on va voir donc qu'apportent les études empiriques sur cette question. Alors, les propositions théoriques qui tentent d'expliquer l'accélération subjective du temps avec l'âge. Une première approche que l'on trouve dès 1890 avec les travaux de William James par exemple ou encore ceux de Fraisse dans le milieu du XXe siècle, théorie de l'accélération subjective qui suppose en fait que l'âge augmente l'apparence vitesse du temps avec cette idée finalement que le nombre d'événements est quelque chose qui est central et qui permet de justifier finalement cette accélération subjective. On évaluerait l'ampleur des intervalles du temps passé en fonction du nombre d'événements qui peuvent être rappelés de cette période. On a une autre approche qui explique ces changements liés à l'âge, qui propose en fait finalement on aurait des impressions d'une durée qui se baserait sur une comparaison implicite de cet intervalle, de cette durée, avec le temps total que l'on a vécu. Donc une théorie basée sur le ratio. Par exemple, un enfant qui a 6 ans, un an pour lui, c'est 1/6 de son existence, alors que pour, par exemple, un homme ou une femme de 60 ans, c'est 1/60. Donc, cette idée qu'il y aurait une accélération subjective basée sur cette idée de ratio. D'autres théories vont justement se baser sur l'horloge interne dont je viens de vous parler, avec cette idée qu'il y aurait un ralentissement des processus biologiques. Ce ralentissement conduirait donc à une accélération du temps avec l'âge. Le temps extérieur semble s'accélérer quand le temps interne, lui, ralentit. D'autres explications, d'autres théories vont mettre l'accent sur l'attention. Par exemple, les tâches demandent plus d'attention et du coup, il semblerait qu'avec l'âge, on tende finalement à être, plus, en tout cas, moins je perds le fil. Les tâches qui demandent plus d'attention sont perçues comme plus brèves que les tâches qui sont moins coûteuses. Une autre explication qui est donnée par les recherches, par les travaux, vont porter davantage sur la mémoire, avec cette idée que quand on vous interroge rétrospectivement sur, par exemple, dater un événement, vous allez souvent sous-estimer quand il a eu lieu. Alors du coup, cette idée porte aussi sur le fait que probablement, du coup, on aurait tendance à contracter finalement le temps avec cette idée donc d'accélération sous-jacente. Donc ça, ce sont des propositions, mais elles n'ont pas été finalement validées empiriquement. Et il faut attendre finalement relativement tardivement, plutôt dans les années 2000, pour voir finalement des travaux qui vont s'atteler à essayer de démontrer, ou en tout cas d'invalider ces propositions. Alors, une première méta-analyse basée sur 16 études a montré que lorsque vous avez à estimer des durées brèves, les adultes âgés vont estimer verbalement des intervalles de temps plus longs que les adultes jeunes, mais ils produisent, quand on leur demande de produire un temps, par exemple en appuyant sur un objet qui fait du son, ils vont produire des temps plus courts que les adultes jeunes. Et puis, dans d'autres travaux encore après cette méta-analyse, on trouve des résultats inverses. L'idée, c'est que finalement, on est confronté à des résultats contradictoires en fonction des durées, est-ce qu'elles sont brèves, très brèves, et en fonction du type de tâche, les résultats sont contradictoires. Une étude qui va véritablement essayer de comprendre une impression générale du temps qui date de 2005. Donc, elle s'est intéressée à poser des questions: comment le temps passe-t-il? À quelle vitesse la semaine prochaine devrait passer? La semaine précédente, à quelle vitesse elle est passée? Le mois dernier, l'année dernière, etc. Et là, qu'est-ce que montre cette étude? Le temps défile, quel que soit l'âge. Donc, a priori, avec ce premier travail, disons, on peut se dire que cette idée que le temps défile avec l'âge
ça ne convient pas. L'âge ne serait pas le facteur finalement explicatif de cette sensation, de cette impression du temps qui file entre nous deux. Alors, une autre étude plus récente, en 2010, après les travaux de 2005, qui s'appuie sur cette étude de 2005, mais qui cherche justement à la répliquer, va proposer donc au sujet à quelle vitesse le temps passe habituellement pour vous, à quelle vitesse pensez-vous que la prochaine heure va passer, à quelle vitesse excusez-moi, j'ai un petit bandeau qui m'empêche de lire en fait ma diapo. Donc, à quelle vitesse la semaine passée s'est-elle écoulée, ou bien à quelle vitesse est passé le mois dernier? Alors, sur ces 4 questions-là, vous avez vu que les groupes d'âge qui sont rencontrés par ces auteurs vont de 16 ans, donc c'est tous les 16 ans, 20 ans, 21 ans, 30 ans, etc., jusqu'à 80 ans. Et là, que montrent donc ces auteurs? C'est que finalement, évaluer des durées relativement courtes, quelques jours ou quelques semaines, voire une année, il n'y a aucune différence entre les sujets jeunes et âgés. Vous voyez, les courbes sont quasiment plates. Là où il semblerait y avoir une petite différence, c'est sur l'intervalle de 10 ans. C'est-à-dire, lorsqu'on vous pose la question à quelle vitesse sont passées les 10 dernières années pour vous, il semblerait là que les participants se distinguent un petit peu, mais la différence est très légère, donc entre les sujets plus âgés, pour qui ce temps serait ressenti comme étant plus rapide, que les plus jeunes. Donc ça, c'était vraiment la première étude qui nous permet d'invalider finalement l'idée reçue à partir de laquelle le temps passe plus vite avec l'âge. Alors, cette étude-là, on a appelé plusieurs autres, et notamment avec un questionnement sur les méthodes. C'est-à-dire que l'étude dont je viens de vous parler, celle de 2005, elle a interrogé les personnes chez elles. Là, on a une nouvelle étude qui a été proposée, alors qui a été répliquée plusieurs fois en 2015, en 2016, par Droit-Volet et Warden, avec cette idée donc de commencer à se poser la question, est-ce que finalement, sensation du temps, perception du temps, comment c'est lié ? Et donc, ils ont proposé une méthode originale, c'est-à-dire que contrairement à des études très classiques où les sujets viennent en laboratoire ou sont interrogés sur des tâches assez abstraites finalement pour juger de durée qui sont des sons, ou, enfin, des informations sonores ou bien visuelles qui apparaissent mais qui n'ont pas de sens. Un point bleu ou un son n'a pas forcément une signification pour le sujet. Alors là, ils ont repris ce type de tâche, mais ils ont aussi posé des questions verbalement au sujet. Donc, les sujets sont munis d'un téléphone et ils vont recevoir des alertes. Ils en reçoivent 8 par jour, pendant 5 jours. Donc, il y a 40 éléments par individu qui sont recueillis dans ce type d'étude et qui donc visent à proposer une estimation verbale des durées brèves, mais aussi à faire une tâche de production. Et donc, ce que montrent ces travaux, c'est finalement que les sujets qui donc ont à évaluer verbalement ou à produire des durées ne se différencient pas. Il n'y a pas de différence entre les sujets jeunes et âgés. Donc on retrouve cette idée finalement que notre hypothèse de l'âge ne convient pas. Pardon. Alors cette chercheure, Sylvie Droit-Volet, elle a continué cette investigation en se posant la question, mais quand même, est-ce que les sujets peut-être plus âgés, on va retrouver des choses différentes? Est-ce que finalement, quel que soit l'âge, les personnes ont finalement une bonne estimation du temps et une sensation que le temps défile, mais quel que soit l'âge? Alors là, elle a interrogé donc des personnes de plus de 75 ans. Mais ces personnes de plus de 75 ans, soit elles vivaient de façon autonome chez elles, soit elles vivaient donc dans une institution. Et elle a montré donc que lorsqu'on demande au sujet d'évaluer des années, des moments, des jours, des mois ou des années, mais qui sont donc qui viennent de s'écouler, il se trouve que c'est seulement les personnes de plus de 75 ans qui vivent dans des institutions
qui, elles, rapportent un sentiment de ralentissement. Donc, vous voyez, on est parti de est-ce que tout s'accélère avec l'âge, et on se retrouve, lorsqu'il y a un effet de l'âge, il semble que ce n'est pas un effet de l'âge, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a plus de 75 ans que le temps défile ou ralentit, c'est parce qu'on a finalement un style de vie qui fait que probablement on n'est plus maître de son temps. En tout cas, lorsqu'on est en institution, il y a une part de temps qui n'est plus lié à l'activité du sujet, mais que l'institution, en quelque sorte, impose au sujet. Alors, ces travaux ont aussi eu un impact et ont aussi été conduits d'une manière bien particulière en lien avec le confinement que nous avons vécu, notamment le premier confinement. Évidemment, tout le monde a ressenti peut-être de manière un peu plus particulière son rapport au temps, du fait de ne plus pouvoir sortir ou bouger comme bon nous semblait. Donc, il y a une première étude qui a été conduite en Angleterre, en tout cas une première étude qui a été publiée par une personne qui a travaillé avec des personnes anglaises en juillet 2020 et qui a demandé donc à des sujets de penser aujourd'hui à quelle vitesse est passée votre journée par rapport à d'habitude, sachant que le questionnaire a été proposé lorsque les personnes étaient confinées. Et quels sont les résultats ? 41% des répondants donc, ont dit que ça passait plus vite, alors que 40% ont dit que ça passait moins vite. Donc, on voit bien que les résultats ne sont pas clairs. Et si on s'intéresse à savoir pour quelles raisons, finalement, les personnes ont eu ce type de réponse, on se rend compte, en fait, que c'est essentiellement lié au stress et au coût de la tâche. Parce qu'il y avait tout un tas de questions qui étaient posées au sujet. Quand on leur demandait de dire à quelle vitesse passe leur journée, etc., on s'intéressait aussi à ce qu'ils faisaient, est-ce qu'ils étaient avec d'autres personnes, est-ce qu'ils étaient happés par la situation, par la tâche qu'ils avaient à réaliser, par exemple, le travail qu'ils avaient à faire. Donc, ça a permis de montrer effectivement le rôle des émotions et puis de l'attention particulière cognitive demandée par le travail qui était en train de se faire. Et lorsque les personnes étaient interrogées en revanche sur penser à cette semaine, et donc, dites-moi si cette semaine est passée, à quelle vitesse elle est passée par rapport à d'habitude, c'est-à-dire l'habitude étant la vie sans confinement. Là, on a 39% qui rapportent que cette semaine passe plus lentement, contre 48% pour qui elle passe plus vite. Et là, on trouve un effet de l'âge. Les personnes qui étaient confinées, qui ont répondu à ce questionnaire, donc il y avait plus de 60 ans, ont estimé que ça passait plus lentement. Et en particulier, quels facteurs expliquaient cette sensation pouvaient être en jeu, en tout cas dans cette sensation de ralentissement. C'était essentiellement, est-ce qu'il y avait une satisfaction des interactions sociales ? Est-ce qu'on voyait du monde ou est-ce qu'on avait du monde en ligne ? Et effectivement, les personnes qui rapportaient de la satisfaction sur le plan des interactions sociales trouvaient que ça passait plus vite. Donc, ce qui était aussi intéressant dans cette étude, c'était de montrer que, alors qu'il y a des réponses qui semblent différentes selon qu'on est interrogé sur la journée ou sur la semaine, en revanche, les personnes qui rapportent que la journée passe moins vite disent aussi que la semaine passe moins vite. Donc ça, c'est une première étude en lien avec l'expérience de confinement et on retrouve une deuxième étude qui a été conduite donc en France cette fois-ci, sachant que les conditions de confinement étaient tout à fait similaires à l'époque où les sujets ont été interrogés. Ça faisait à peu près entre 15 et 30 jours que le confinement avait commencé lorsqu'ils ont répondu à cette étude, autant en Angleterre qu'en France. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il semble en fait que finalement, lorsque les sujets sont interrogés à la fois sur le maintenant, sur la journée ou encore sur la semaine, lorsqu'ils sont confinés, donc ce sont les différentes histogrammes qui sont noirs à l'écran, il semble donc qu'ils évaluent la durée de façon plus ralentie. Le temps passe moins vite pendant le confinement si on le compare
au temps d'avant. Et en particulier, là encore, il y avait tout un tas de questions qui étaient posées, autres que celles d'évaluer leur sentiment du temps qui passe. En particulier, ce qui ressort, c'était essentiellement pourquoi on dit que ça passe moins vite, parce qu'on s'ennuie ou parce qu'on est triste en lien avec la situation. Et en particulier, donc, ce que montrent ces travaux, alors liés au confinement ou de façon plus générale sur ce sentiment du temps qui passe, c'est que nos évaluations varient en fonction des émotions. De manière générale, si par exemple vous êtes dans une tâche fort intéressante dans laquelle vous êtes complètement impliqué, qui vous demande beaucoup d'attention, en général, vous n'allez pas vous rendre compte du temps qui passe, ça va passer très vite. Au contraire, si vous n'avez rien à faire, si vous vous ennuyez, il y a des chances pour que le temps finalement soit évalué beaucoup plus lent, enfin, que vous ayez cette sensation de temps plus long. Alors, quelques travaux ont montré justement, par exemple, si on essaie d'inférer des émotions chez les sujets, quand on leur montre un film d'horreur, par exemple, il semblerait qu'après coup, le temps semble plus long quand on a vu des films d'horreur que lorsqu'on voit des films tristes qui n'ont pas forcément d'impact sur le jugement du temps ensuite, ou si on voit un contenu neutre, par exemple, dans un film. Donc, si on fait une première synthèse sur ces travaux, on se rend compte, en reprenant nos questions de départ, à savoir donc est-ce que le temps passe plus vite en vieillissant ou avec l'âge, et pourquoi, on voit bien que c'est pas si simple parce que finalement, selon les échelles temporelles, le temps très court ou bien plus long, on n'a pas le même type de perception, c'est pas les mêmes mécanismes qui sont en jeu. En fonction aussi des tâches qui sont utilisées, est-ce qu'on vous interroge ici et maintenant ou est-ce qu'on vous demande d'évaluer un temps qui s'est écoulé la semaine dernière, l'année d'avant, etc. Là encore, on ne va pas tout à fait mesurer les mêmes choses, les mêmes mécanismes. Et puis, cette idée que finalement ça passe vite, ça concerne tout le monde, indépendamment de l'âge. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lié spécifiquement à l'âge. Au contraire, c'est plutôt lié à la manière dont on est impliqué dans notre vie de tous les jours, les activités que l'on fait, les interactions au cours desquelles on peut s'épanouir ou non. Et il semble donc que si on cherche à comprendre finalement qu'est-ce qui se passe avec le temps, semble-t-il que vivre en institution et avoir plus de 75 ans et vivre en institution donne au contraire une impression d'un temps plus lent, un temps qui ralentit. Alors, pourquoi on a des sensations de temps qui filent ou qui varient? Essentiellement parce qu'on éprouve des fortes émotions et parce qu'on est happé par la tâche que l'on est en train de réaliser. Donc, c'est les émotions, ce sont les émotions et l'attention qui semblent impacter le plus le sentiment du temps qui passe, et ce, indépendamment de l'âge. Alors, vous vous souvenez, on est parti de cette idée de pouvoir examiner cette question de la perception du temps à l'échelle réduite de certaines durées très courtes. Et puis, on a vu qu'on était aussi compris dans une perspective temporelle qui nous dépasse, qui est beaucoup plus large. Alors, justement, en s'interrogeant sur cette perspective temporelle, comment elle s'élabore, cette perspective temporelle, vous avez énormément de travaux qui montrent que c'est probablement grâce au langage, le fait de se situer dans l'ici et maintenant, de pouvoir dire je parle en ce moment, et puis il y a 5 minutes, je vous ai proposé, etc. Donc, de faire référence au passé, au futur, par rapport au moment de l'énonciation, mais aussi grâce à cette énonciation, pouvoir, par exemple, vous raconter une histoire à partir d'un point qui ne sera pas d'ici et maintenant du moment de l'énonciation. Donc, cette possibilité qu'offre le langage, c'est sans doute de pouvoir à la fois préciser les moments du temps, mais aussi avoir des cadres de référence temporelle, c'est-à-dire pouvoir raconter des choses à partir de différents moments dans le temps. Alors, si on regarde du point de vue du développement de l'enfant, justement, par rapport à cette histoire de langage et de temps,
On a vu avec les travaux sur les durées très brèves que finalement, le bébé, très tôt, il est tout à fait capable de percevoir des rythmes, d'y répondre. Alors, on l'a vu avec des travaux très expérimentaux qui font juger les bébés de durée brève, qui n'ont pas de signification, qui sont des sons notamment. Il est capable de faire la différence entre des sons différents. Mais les travaux qui vont s'intéresser, par exemple, ensuite au langage, vont aller regarder, par exemple, comment une mère et son bébé vivent des interactions et comment le temps est impliqué dans cette interaction. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que les bébés sont finalement tout à fait capables de synchronie avec l'autre. C'est-à-dire que finalement, ils s'adaptent au rythme de l'autre. Et la maman ou le papa, par exemple, quand il parle à son bébé, il va utiliser une certaine musicalité dans sa voix. Et on regarde dans les travaux qui portent sur ces premières interactions précoces, on voit bien qu'il y a un ajustement complètement adéquat du bébé par rapport à son parent. Alors, évidemment, le bébé ne parle pas encore, mais il a déjà finalement ce rythme de l'interaction de l'autre qu'il est capable de décoder. Alors, une autre manière de le montrer, il y a des travaux, par exemple, qui ont demandé aux mamans de se figer au cours de l'interaction, tout à coup de ne plus laisser passer cette musicalité de leur voix, leurs expressions sur le visage, etc. Et là, évidemment, les bébés pleurent tout de suite. Donc, c'est une autre manière pour montrer que ces bébés sont tout à fait dans la perception des rythmes et puis d'un certain accordage temporel avec l'autre. Alors, c'est sans doute des premières attitudes temporelles qui vont amener à des attitudes bien plus complexes. Alors, en particulier, au moment où l'enfant ne vit plus uniquement dans l'ici et maintenant, au moment où il est capable de représentation, il va être capable de représenter, par exemple, des événements du temps proche. Commence à pouvoir distinguer différents événements et pouvoir les ordonner, ne serait-ce qu'en jouant, en mimant, même s'il n'a pas encore les mots pour le dire. Donc l'imitation différée, par exemple, de séquences d'actions familières, c'est un exemple de conduite dans les petits jeux qui révèle justement cette capacité progressive de se sortir de l'ici et maintenant pour comprendre un temps plus large. Si on regarde au niveau du langage qui commence à apparaître entre 1 an et demi et 4-5 ans, on va avoir des premières marques temporelles. Donc des travaux, par exemple, en psychologie du langage chez le jeune enfant, vont montrer comment progressivement il intègre des marques du passé, du présent, du futur. Les temps des verbes, par exemple, ont été beaucoup étudiés dans la littérature. C'est autour de 2 ans, 3 ans, 4 ans que progressivement, il y a une multiplicité, une variété de ces références au passé, au présent et au futur. Et il y a aussi des très grandes variations, je ne rentrerai pas là-dedans ici aujourd'hui, mais en fonction des langues, parce qu'on ne marque pas de la même manière justement les temps des verbes. Alors, ce qui a été également montré, c'est le fait que les jeunes enfants se racontent des histoires. Alors, les parents racontent beaucoup d'histoires à leurs enfants, mais les enfants vont aussi commencer à se raconter dans le temps. Et ces petites narrations qu'ils font, qui sont co-élaborées avec l'adulte, hein, ce n'est pas l'enfant tout seul qui se raconte, mais c'est bien parce que l'adulte lui pose des questions. Ces petites histoires, ça va lui permettre de travailler cette question du temps, puisque finalement, il se construit un premier système de repérage. En général, les enfants sont incapables, les petits-enfants à l'école maternelle par exemple, ils ne savent pas forcément que vous venez les chercher à 4 heures ou à 5 heures quand l'école se termine ou quand ils restent un petit peu joués après l'école. En revanche, ils ont par exemple un premier système de repère, c'est quand la maîtresse lit l'histoire, je sais que maman va arriver. Donc, ils arrivent à se servir de certains événements, en général des événements qui sont aussi affectivement marqués pour eux, pour en repérer d'autres. Et puis, il faut attendre donc l'enfance autour de 5-6 ans pour voir arriver cette construction du temps conventionnel qui implique à la fois de l'ordre et de la récurrence, puisque le lundi revient chaque semaine, mais ce n'est pas le même lundi. Donc évidemment, c'est à partir de ce temps, de cette période de l'école élémentaire, que progressivement, les enfants vont être capables non seulement d'utiliser les jours pour localiser des événements, mais aussi capables de calcul, par exemple, sont capables d'estimer avec le temps conventionnel des durées, des vitesses, en se saisissant des secondes, des minutes, etc. Ils vont être aussi capables de résoudre des problèmes de l'ordre mathématique, finalement, concernant le temps. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi à l'école élémentaire ?
cette perspective temporelle du sujet, cette histoire du sujet, elle va aussi rencontrer le temps historique, à savoir avec les leçons particulières, justement, souvent basées sur des frises, ils vont aussi apprendre des nouvelles unités, notamment par exemple les siècles. Donc c'est pas sans répercussion sur où je suis dans le temps et comment je me construis. C'est aussi, ça va faire aussi évoluer un certain nombre de questions relatives par exemple à la famille, aux grands-parents, etc. Donc on voit que finalement, cette idée de perspective temporelle, elle évolue au fur et à mesure que l'enfant va apprendre à parler, va apprendre à raconter, mais aussi va apprendre à utiliser des outils particuliers que sont les horloges, les montres, les calendriers, les frises, etc. Donc, ce que nous montrent les travaux qui vont porter sur le jeune enfant au cours de la période, disons, école maternelle, école élémentaire, c'est que tout à coup, ce langage va devenir un outil puissant pour rendre compte des rapports complexes entre finalement la mémoire, la capacité de se rappeler des événements du passé, mais aussi la conscience de soi, puisque finalement, en utilisant des marques dans le langage, l'enfant aussi prend conscience de l'ici et maintenant, du présent, du passé, etc., cherche à distinguer ces différents moments et est capable finalement de se raconter. Alors, ce que montrent les travaux, c'est qu'évidemment, on ne peut pas étudier le discours de l'enfant ou les mots de l'enfant, les mots temporels, que ce soit les temps des verbes ou des adverbes ou des expressions, sans étudier les discours de l'adulte. Et on voit bien comment l'enfant est amené à comprendre le temps par rapport au discours des parents. Alors, il y a des familles, par exemple, avec des styles narratifs, où justement il s'agit tous les soirs de raconter ce qui s'est passé dans la journée, etc. D'autres vont être beaucoup plus, par exemple, sur le futur, sur qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Donc il y a aussi des moments du temps qui sont privilégiés au regard des styles finalement de parents. Ce qu'on note toutefois de commun, c'est que les enfants autour de 2 et 5 ans vont être capables de finalement utiliser par exemple maintenant. Maintenant, je fais ça, etc. Et puis, ils ont un autre système qui est le pas maintenant. Alors, si vous discutez avec un petit enfant de 3 ans, il peut dire hier pour finalement parler du futur, ou il peut dire demain pour parler du passé. C'est-à-dire que hier et demain sont indifférenciés et renvoient à cette idée du pas maintenant. Et puis ensuite, progressivement, ils vont apprendre à utiliser donc ce hier pour désigner le jour qui précède et demain pour le jour d'après. De la même manière, juste une minute, si c'est une expression qui est très fréquemment utilisée par le parent, on va la retrouver dans le discours de l'enfant, mais sans forcément une signification conventionnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'effectivement, tout à coup, les enfants peuvent des fois utiliser les termes de façon relativement appropriée. Attends-moi juste une minute. En revanche, ils ne savent pas du tout à quoi renvoie cette formule. Et on peut aussi se rendre compte de cette évolution de la perspective temporelle chez les enfants lorsqu'on leur pose la question quand. Quand vous demandez à un enfant, par exemple, quand est-ce qu'il va à la récréation ou quand est-ce qu'il va à l'école, certains enfants ne vont pas pouvoir vous répondre à cette question sans énumérer ce qu'ils font depuis le matin jusqu'à aller à l'école. Donc, quand est-ce que j'y vais ? Une fois que je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner, etc., etc. Donc, on voit bien que cette suite d'événements, ça lui sert de repère avant d'avoir des horaires. Alors, justement, quand on demande aux enfants de localiser le moment présent par rapport, par exemple, au moment de la journée, est-ce que tu peux me dire quand est-ce qu'on est maintenant ? Un enfant de 4 ans, il est à peu près capable de dire si on est le matin, l'après-midi ou le soir. De la même manière, il faut attendre 6 ans pour que l'enfant soit capable de localiser les jours de la semaine. En revanche, quand on pose la question à l'enfant, quand est-ce que tu as, par exemple, piscine, puisqu'il va une fois par semaine à la piscine, c'est aussi à peu près à cette même période, autour de 6 ans, que les jours vont être mobilisés pour localiser une activité hebdomadaire. Il faut attendre 8 ans pour qu'ils le fassent pour l'heure et pour les mois, lorsqu'on leur pose la question quand. Mais ils savent dire quel jour on est, quel mois on est, parce qu'il y a aussi cette pratique finalement régulière de l'écriture de la date à l'école. Quand on les interroge dans un tout autre contexte, parfois, et hors temps scolaire, ils ont perdu complètement le fil
avec quel jour on est, quel mois on est. On voit bien donc l'importance aussi des rituels, des routines familiales ou scolaires qui permettent à l'enfant aussi d'avoir une certaine régularité et finalement d'avoir une certaine pratique de ce temps conventionnel ou temps social. Alors, par exemple, si on reprend le travail de Fraisse, on va retrouver des choses assez similaires et pour autant, c'était 50 ans avant, on va dire. Donc, cette idée que reconnaître un jour privilégié de la semaine autour de 4 ans, c'est possible. Il a aussi travaillé sur les moments de la journée. Donc, on retrouve des choses très proches. Il a aussi demandé d'estimer la durée aux enfants qu'il a rencontrés, par exemple la durée d'une conversation. La durée du temps écoulé depuis les vacances ou jusqu'aux vacances, et il note qu'il faut attendre 12 ans pour que cette estimation des durées soit finalement cohérente et renvoie à une unité de temps qui le soit. Alors, un autre auteur a repris ce travail de Fraisse et puis d'autres auteurs et il a proposé un petit questionnaire aux enfants. Donc là, une autre méthode, non plus d'aller regarder les discussions avec les parents ou les discussions à l'école, mais s'intéresser donc aux réponses que porte l'enfant dans un petit questionnaire où il est question à la fois d'orientation dans le temps, aussi de durée objective et subjective. Par exemple, combien de temps dure la nuit quand tu es dans ton lit, ou bien combien de temps durent les grandes vacances, combien de temps tu mets pour t'habiller, ce genre de choses. On se rend compte donc qu'il y a une progression entre 6 ans et 11 ans et que la plupart des enfants autour de 10-12 ans performent tout à fait bien sur ce type de questions. Donc ça rejoint finalement les propositions de Fraisse 50 ans auparavant. Donc, ce n'est pas parce qu'on est plus outillé, parce que si on regarde ce qui se passe dans les classes ou autres, il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent de nous repérer dans le temps, que finalement, on arrive à mieux le faire ou à le faire beaucoup plus tôt. Alors, il y a d'autres études qui vont s'intéresser justement à cette évaluation de l'éloignement par rapport au présent dans le temps et qui vont utiliser ces frises pour justement essayer de voir un peu comment les enfants, mais aussi les adultes se placent. Est-ce que finalement, l'éloignement temporel, je ne peux pas l'approcher par du spatial, notamment lorsque j'utilise une frise de ce type, où on va être là maintenant et on va demander à l'enfant de se placer, de placer hier par exemple, de placer demain ou de placer la semaine prochaine, l'année prochaine, quand il sera adulte, quand il a été bébé. On demande ça à des enfants de 5 ans, à des enfants de 8 ans et aussi à des adultes. Pardon. Et il se trouve en fait que 66% des réponses sont correctes à 4 ans. Donc les enfants arrivent finalement à mettre avant, après, maintenant des choses relativement bien, enfin ils arrivent finalement à reconstruire un ordre assez bon dès 4 ans. Ça augmente à 5 ans, 6 ans et puis à 7 ans, ils ont des performances très proches de celles de l'adulte. En revanche, quand il s'agit donc d'utiliser du spatial pour renvoyer à cette idée de s'éloigner de l'ici et maintenant, si vous comparez les deux frises qui sont sous vos yeux, on voit bien que pour l'adulte, le hier, c'est juste avant maintenant, alors que pour l'enfant, c'est très éloigné dans le temps. Donc, cette idée de l'éloignement par le spatial, c'est aussi quelque chose qui semble difficile, et en tout cas, pas avant 8 ans, pour retrouver justement cette régularité entre l'espace et le temps lorsque l'on est sur des temps longs. Alors, une autre manière d'étudier ce temps qui passe, c'est aussi d'aller regarder comment les enfants en discutent entre eux avec les enseignants à l'école. Et ça nous semble être une entrée aussi tout à fait intéressante pour se poser cette question du temps tel qu'il est perçu, compris, nommé aussi par les enfants. Et en allant regarder justement comment les enseignants construisent des outils avec les enfants pour se repérer dans le temps, c'est tout à fait créatif ce qui se passe dans une classe d'école maternelle, par exemple. Vous avez les petits trains qui représentent chaque mois ou chaque jour selon les classes, avec la photo de l'enfant, par exemple, pour son mois d'anniversaire. Donc, il y a une manière de construire un temps social qui est propre à la classe, qui va sans doute changer d'une année sur l'autre, du reste, mais en termes d'outils de représentation spatiale du temps. Mais si on regarde les discussions entre enfants, ce qui est complètement saisissant, c'est qu'on se rend compte, par exemple, lorsqu'ils construisent un calendrier et que le groupe classe se divise en deux, on se rend compte qu'à 4 ans,
ils ont un défi, ils se posent un défi cognitif à eux-mêmes qui est comment représenter dans l'espace qu'on fait, qu'il y a deux groupes qui vont faire deux activités en simultané. Donc cette idée de simultanéité, ça devient un défi pour eux lorsqu'on s'intéresse à ce qu'ils disent, à ce qu'ils vivent, à comment ils le vivent et à comment ils construisent des outils pour en rendre compte. Donc ça, je trouve que c'est tout à fait passionnant. Et une autre manière de s'interroger aussi, c'est de regarder du point de vue des adultes qui apprennent aux enfants, comment ils sont créatifs sur le plan des outils pour arriver, par exemple, avec ce meuble des jours, arriver à ce que les enfants comprennent l'idée d'emboîtement d'une unité dans une autre. Dans chaque tiroir, les enfants, ils ont des photos qui représentent les différents événements de leur journée. Et donc, ils peuvent, s'ils ont un doute sur quel jour on est, vérifier si ce qu'ils sont en train de vivre en termes d'événements correspond à tel jour ou tel autre. Donc ça encore, c'est une jolie invention de maîtresse et puis de formateurs d'enseignants pour essayer justement de mieux saisir ce temps conventionnel et puis surtout se construire des repères en commun. Alors là, je vous propose un autre niveau, mais cette idée finalement, qu'en allant regarder comment les gens discutent, comment aussi on aménage certains espaces, alors que ce soit l'espace de la frise, du meuble, de façon encore dézoomée. Il se trouve qu'il y a des très jolis travaux qui se portent sur les jardins thérapeutiques, donc cet aménagement d'un espace spécifique qui supporte en même temps le dialogue, les émotions, la mémoire, le rapport au temps. Donc, il y a un très joli travail qui a été fait par des collègues à Nancy, à l'hôpital de Nancy, avec ce jardin thérapeutique. Et ces auteurs, en fait, ont aussi montré, par exemple, que cette question de l'aménagement de l'espace en jardin avec des sculptures, avec des fontaines, avec à la fois des sons, à la fois des choses à toucher, des choses à sentir, des odeurs. Ça a permis finalement à des personnes atteintes d'Alzheimer, donc plutôt des personnes relativement âgées, de pouvoir finalement sortir, se repérer dans ce jardin, alors qu'on sait que les problématiques à la fois de temps et d'espace chez ces personnes sont tout à fait précaires et difficiles à maintenir. Donc là, avec un travail spécifique sur un aménagement justement de l'espace, on a la possibilité de mieux soutenir et de mieux vivre le temps, ce qui me semble être une piste tout à fait intéressante à poursuivre. Alors, je vous ai proposé tout au long de cette conférence de zoomer, dézoomer. Et là, donc, si on dézoome de la perspective temporelle, de cette capacité que l'on a à se vivre dans un temps qui est relativement étendu, pour aller dans un temps encore plus étendu au niveau sociologique, historique, et j'en dirai pas plus, mais il me semble que l'on peut aussi se reposer cette question qui a fait l'objet de la conférence, c'est-à-dire, est-ce qu'on constate une accélération au niveau du temps historique ? Vous avez par exemple un philosophe et sociologue, Hartmut Rosa, qui a toute une approche du temps qui vise à montrer finalement que l'on est tout à fait dans une accélération du temps en lien avec trois types d'accélération, une accélération au niveau technique, une accélération au niveau du changement social et une accélération des rythmes de vie. Avec cette idée justement que si tout s'accélère, c'est probablement que l'on ne prend pas le bon chemin. Donc vous avez, pour faire écho à ce travail d'Hartmut Rosa, un enseignant qui a justement repris cette idée que tout s'accélère et qui a proposé pendant une année à des élèves de CM2 de revenir sur cette question, enfin d'essayer de comprendre depuis leur point de vue est-ce que tout s'accélère et comment eux apportent des solutions à ce monde qui semble aller trop vite. Donc ça, c'est tout à fait intéressant aussi de pouvoir faire ce pas de côté et de se dire, bah voilà, en psychologie, on a tendance à travailler sur le sujet, mais ce sujet, il est toujours dans des réseaux, il est pris dans des systèmes de relations, avec des technologies, avec les autres, on n'a pas forcément les mêmes rythmes, on ne parle pas forcément le même langage, et donc il y a tout intérêt à essayer de comprendre cette accélération du temps à différents niveaux, et surtout d'essayer de saisir pour quelles raisons, finalement, on a cette sensation de temps qui passe et qui s'accélère en particulier.
Alors, si on essaie de conclure, on a présenté ici un certain nombre de travaux qui se centrent essentiellement sur des personnes qui sont occidentalisées, éduquées, qui vivent dans des pays industrialisés. Donc, il y a évidemment l'idée de prendre en considération que ce dont je vous ai parlé ce soir, ce sont des résultats très situés sur des personnes qui partagent finalement certaines normes, une certaine histoire commune. On a vu également donc qu'il y a toute une évolution des travaux basés d'abord sur les durées abstraites. Donc la plupart des travaux qui parlent de la perception du temps ont utilisé des stimulations, si je reprends leur vocabulaire, des stimulations qui sont abstraites, un rond ou un son. Et puis on est allé de ces travaux basés sur les durées abstraites vers l'expérience du temps. Donc de plus en plus, les travaux vont s'intéresser justement à ce sentiment du temps qui passe, qui n'était pas du tout le cas au début des travaux sur les perceptions des durées. Et enfin, il y a une nécessité de poursuivre les recherches sur les liens entre perception, action, langage et concept de temps. Finalement, les travaux sont tellement spécialisés qu'on est spécialiste de la perception, on est spécialiste du sentiment du temps, on est spécialiste du langage, mais on voit bien que ces systèmes se sont aussi transformés les uns par les autres, et une manière d'essayer de saisir comment finalement tout ça se lie et se transforme au sein même des individus, c'est essentiellement d'aller regarder du côté des usages du langage, en particulier des dialogues, des récits, et les usages aussi des outils technologiques pour mieux comprendre donc nos rapports au temps qui passe. Et j'espère vous avoir convaincu que le temps est un concept essentiellement relationnel, donc essentiellement basé sur les interactions avec les autres et très contextuel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour. Ne retournez pas la formule, c'est nous qui vous remercions, bien sûr. Hein. Donc, votre conférence a suscité un grand intérêt. J'ai une preuve. J'ai une preuve, c'est qu'il y a eu assez peu de défections. Les gens qui sont venus sont restés. Il y a plus de 200 personnes qui sont venues, c'est ce qui est beaucoup, et je m'en réjouis. Alors, vous avez un certain nombre de questions. Je vais peut-être les reprendre et les regrouper un peu. Nous avons une demi-heure, si nous le souhaitons. La première est sans doute la plus facile. C'est celle qui nous demande les références du livre dont j'ai parlé. Donc, ça a dû être indiqué sur le site. Donc, c'est un livre qui s'appelle L'intelligence, qui est rédigé par Christine Sorsana et Valérie Tartas, donc, dans la collection Mythes et réalités des éditions Retz, ou Ré. Donc ça, c'est indiqué sur le site. Alors, vous avez un certain nombre de questions. Alors, il y en a un certain nombre que vous avez déjà plus ou moins couvertes dans votre exposé, mais il y a plusieurs questionnements, donc peut-être faut-il insister là-dessus. C'est le lien entre la perception du temps, les souvenirs et la mémoire. Donc c'est évidemment un sujet très important, et en particulier on nous demande si le fait que au fur et à mesure que l'âge s'accroît, les événements considérés comme importants se raréfient. Est-ce que c'est pas un élément qui pourrait également jouer? Est-ce que la raréfaction des événements importants n'est pas un élément explicatif? Alors je vais peut-être vous demander de réagir question par question, si ça vous va. Oui, très bien. Du coup, effectivement, c'était une des hypothèses sur les théories qui prônent l'accélération du temps avec l'âge. C'est cette idée de dire que finalement, quand on vieillit, on est plus dans des routines et que du coup, les événements remarquables, on les vit plutôt quand on est jeune que lorsqu'on est âgé. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui a été validé empiriquement. Parce que lorsqu'on fait se rappeler des événements au sujet, par exemple, qu'il a vécu en lien avec l'actualité, etc., il n'y a pas réellement de difficulté pour les sujets plus âgés à se souvenir de ces événements, à pouvoir en parler, etc. Donc, cette idée que les routines sont peut-être plus nombreuses lorsqu'on vieillit, certes, mais elles ne sont pas forcément à entraver
cette capacité à pouvoir situer différents événements dans le temps, etc. Donc, l'idée que les événements importants se raréfient, ça dépend vraiment du style de vie des sujets aussi. Certains travaux montrent que le fait d'être impliqué dans la vie sociale, en étant bénévole, en participant par exemple à de multiples activités, font qu'on peut être âgé, mais tout à fait avoir plein d'événements aussi remarquables dans sa vie. Donc là encore, c'est plutôt comment on pratique le temps, comment on pratique les événements ou comment on est impliqué dans sa vie sociale, plus que lié simplement à l'âge ou éventuellement des difficultés en lien avec la mémoire. D'accord, merci. Alors ensuite, vous avez tout un lot, alors je devrais le dire aussi, vous avez tout un lot de félicitations, de remerciements, etc. Et en particulier, on nous dit que c'est déjà fini. Donc, c'est aussi une perception du temps passionnante. Bon, vous avez un certain nombre de questions auxquelles je crois que vous avez répondu, sauf si vous souhaitez ajouter quelque chose sur la formulation qui a été donnée par plusieurs de nos participants, c'est est-ce que la perception du temps n'est pas impactée par la densité du présent? Je crois que c'est un point que vous avez déjà évoqué. Je ne sais pas si la densité du présent est une notion qu'on peut évoquer en sciences. La densité du présent, c'est compliqué de travailler sur le présent finalement parce que en même temps qu'on le mentionne, il est déjà passé. Mais effectivement, je pense que ça renvoie à l'idée d'être très attentif et complètement impliqué dans la tâche que l'on est en train de réaliser. Donc cette notion de densité peut se confondre avec cette idée d'attention portée à ce qu'on fait. Si finalement on est complètement happé, complètement affecté par l'activité que l'on est en train de faire, on n'est pas attentif au temps qui passe. On est vraiment complètement focalisé sur ce qu'on réalise et probablement que ce qu'on réalise nous met en joie, etc. Enfin, il y a vraiment tout un contexte qui fait qu'on est dans ce qu'on fait, on est centré sur ce qu'on réalise. Et là, du coup, effectivement, le temps va plus vite parce qu'on n'y prête pas attention. Alors on nous dit bien sûr qu'au début des vacances, le temps passe très lentement et puis qu'il passe de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on se rapproche du retour au boulot, j'imagine. Vous avez un certain nombre de questions qui concernent les problèmes pathologiques que vous avez un peu évoqués, mais est-ce qu'il y a des gens qui… Alors vous avez parlé d'Alzheimer, mais est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette perception du temps ou qui l'ont différemment? Ça se rapproche un peu de la question que je vous avais posée au début, à laquelle vous n'avez pas touché, qui est les liens avec l'intelligence. Oui, alors effectivement, il y a des travaux qui portent sur, par exemple, alors c'est pas forcément lié avec l'intelligence, mais il y a effectivement des maladies, on va dire, qui entravent la perception du temps. Par exemple, la dépression. Mais il y a aussi des travaux qui portent sur l'hyperactivité chez l'enfant. Et cette idée que les enfants hyperactifs, si on reprend le questionnaire temporel qui a été proposé par Vincent Cartier, il l'a proposé justement à des enfants qui ont été évalués hyperactifs et il montre qu'ils performent relativement bien sur les différentes questions. En revanche, si on pose des questions à leurs parents, les parents rapportent que les enfants ont des problèmes avec le temps. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire de voir que selon qui on interroge et comment on rend compte de ces problèmes dans le temps, on n'aura pas forcément les mêmes appréciations pour les mêmes sujets. Après, sur les enfants déficients, il y a quelques travaux qui montrent, par exemple, pour des enfants déficients intellectuels, qu'ils ont des problèmes, non pas sur les estimations de durée brève, etc., mais plutôt sur le temps conventionnel, en lien avec la vie sociale. Ils ont effectivement du mal à se repérer, à identifier certains moments, certaines heures, etc. Ils ont des difficultés avec le temps conventionnel, par exemple. Alors, vous avez une question qui est également très intéressante, qui est de savoir la nostalgie. Le sentiment de nostalgie apparaît à partir de quel âge? Je ne saurais pas dire. La nostalgie,
Je ne crois Oui, pas avoir lu des choses sur la nostalgie chez l'enfant, mais c'est un très beau sujet. Euh, c'est vrai que ça mêle à la fois la question du temps et des émotions. Et effectivement, ce qui rapproche à la fois les émotions et le temps, c'est cette notion d'événement. Je pense qu'à partir du moment où les enfants peuvent justement se souvenir des événements, les ordonner, euh, les regarder aussi depuis plusieurs perspectives, hein, comprendre par exemple qu'on a vécu tel événement mais qu'il aurait pu se passer différemment. Donc cette question aussi de pouvoir se projeter dans un monde imaginaire, ou d'essayer par l'imagination de revenir sur quelque chose que l'on a vécu et qu'on n'a pas forcément apprécié, c'est sans doute lié, je pense, du coup, au fait d'utiliser le langage pour explorer des nouveaux possibles. Donc, je dirais que probablement, ça pourrait être intéressant de le regarder sur des enfants entre 3 et 10 ans, finalement, cette idée de nostalgie. À partir de quand ils regrettent. Il y a des travaux sur le regret. Donc peut-être que le regret et la nostalgie, ça mériterait vraiment de s'y arrêter. Je ne suis pas du tout une spécialiste là de ces questions, mais je pense qu'il doit y avoir des liens à tisser autour de ces aspects entre la capacité qu'a l'enfant d'utiliser le langage pour imaginer, donc il va commencer autour de 2-3 ans à inventer plein d'histoires, à pouvoir... et probablement que la nostalgie aurait peut-être un peu à voir là-dedans. merci. Je n'ai Alors, pas cette question. enfin, c'est une question extrêmement intéressante, effectivement. Donc, vous avez dans la salle enfin, dans la salle, si j'ose dire, la salle virtuelle, des enseignants qui se vengent et Mhm. qui disent, mes étudiants sont totalement incapables d'organiser un planning. Ils font leur travail au dernier moment, et vous avez plusieurs personnes qui corroborent ce point de vue. Mhm. Alors, Oui, c'est quoi? Est-ce que c'est lié au fait que lorsqu'on a 20 ans, on a l'impression qu'on a l'éternité devant soi? ben alors, je pense que c'est un problème que l'on a soi-même en tant qu'enseignant, et en tant que chercheur, on fait souvent aussi les choses quand on peut. Et ça renvoie aussi à cette idée de pression temporelle, cette idée que tout s'accélère aussi à un autre niveau que simplement individuel. Peut-être que le nombre de travaux à rendre s'accélère aussi juste avant les vacances de Noël pour pouvoir évaluer ses étudiants. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'effectivement, l'idée de gestion du temps, de gestion des plannings, c'est aussi quelque chose qui est à mettre en lien avec la pression que l'on peut recevoir et la capacité à s'organiser, à pouvoir aussi gérer différentes priorités. C'est pas forcément quelque chose d'évident. Probablement aussi en fonction du style de vie des sujets, c'est-à-dire effectivement les étudiants ils vivent aussi des périodes un peu compliquées en ce moment par exemple, donc probablement que ça impacte cette capacité à pouvoir s'organiser, à pouvoir gérer un planning, à pouvoir différer certaines choses qui ne sont pas centrales sur le moment. Donc peut-être qu'il y a une nécessité aussi d'apprendre à gérer son temps alors que c'est pas quelque chose qui est travaillé. Moi, je dis souvent aux étudiants que 50% de leur réussite, notamment quand ils ont à faire un mémoire ou des choses comme ça, c'est lié à une bonne organisation dans le temps. Et du coup, leur fixer aussi des échéances, ça aide à ce qu'ils puissent s'organiser. C'est pas évident de s'organiser tout seul. Donc peut-être en fixant ses limites, ça peut aider. Merci. Alors, je continue parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions que j'essaye de regrouper. Alors, vous avez des questions sur euh, sur le langage. Et plus, bon, par exemple, on nous dit il y a certains peuples d'Amérique du Nord qui n'ont pas qui n'ont que le présent dans leur langage, qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de futur, paraît-il. Est-ce que c'est Comment est-ce qu'ils voient le temps, ces gens-là? Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Et puis, vous avez une question qui englobe celle-ci, qui est un peu plus large, hein, qui est de dire que vous nous avez surtout présenté des résultats dans des pays occidentaux. Mhm. Est-ce qu'on aurait les mêmes résultats si on travaillait ailleurs dans le monde? Mais ça, c'est une grande question que se posent certains psychologues qui justement essaient de montrer que les trois quarts des recherches sont faites en psychologie sur des personnes qui sont minoritaires à l'échelle du monde, c'est-à-dire sur des gens qui vivent dans des pays démocratiques, bon, dont on pourrait discuter, mais en tout cas démocratiques, industrialisés, des personnes qui ont été à l'école. Donc,
c'est toujours justement cette idée de faire attention à ne pas généraliser à les gens font comme ça et les gens c'est qui. Enfin, donc c'est pour ça que j'ai pris soin de vous signaler que moi je m'étais recentrée en fait dans cette présentation sur des enfants qui sont dans des pays. Donc les études dont j'ai parlé, c'était essentiellement soit des Américains, soit des Français, soit des Allemands, soit des Autrichiens, soit des Néo-Zélandais. Donc c'était finalement à chaque fois des personnes qui viennent de ces pays occidentaux. En revanche, pouvoir dire que certaines personnes dans certains endroits du monde n'ont que le présent, ou bien, alors là, c'est vraiment très lié à effectivement certaines cultures. Il faut aller voir du côté de l'anthropologie. Il y a vraiment des travaux tout à fait passionnants en anthropologie du temps. Et ça nécessite aussi ce dialogue dont j'ai parlé, c'est-à-dire quand on commence à s'intéresser au temps, on va aller voir au-delà des frontières disciplinaires. On va essayer de comprendre comment ça se passe dans d'autres langues. Est-ce qu'il y a des mots spécifiques pour dire le temps que nous, on n'a pas, par exemple? Ça, c'est aussi des choses très passionnantes. En revanche, je n'ai pas du tout une culture assez vaste pour pouvoir répondre précisément sur les Américains, je ne sais quel peuple des Amériques qui n'auraient que le présent. Il y a beaucoup de controverses aussi autour de la manière dont certains peuples font référence au temps et donc il faudrait aller regarder de très près comment vivent ces personnes et voilà. Merci. Alors, vous avez tout un autre bloc de questions. Je les regroupe. Hein. Vous avez un bloc de questions qu'on peut résumer. Est-ce qu'on peut jouer sur la perception du temps? Alors, vous avez parlé du confinement, hein, donc on peut confiner les gens et donc ça change leur perception du temps. Mais est-ce que le sommeil, la méditation sont des moyens aussi de jouer volontairement ou pas? Alors effectivement, c'est une excellente... Les drogues. Oui, il y a tout à fait des travaux. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il y a des travaux qui montrent tout à fait qu'avec la prise de certaines substances interdites, vous allez avoir une altération de la perception du temps. Ça a été bien montré, je crois. Et puis, vous avez aussi des travaux. Alors sur la méditation, il commence à y avoir pas mal de travaux autour de cette idée que la méditation pourrait amener à une autre perception du temps. C'est assez controversé dans les travaux que je connais, notamment Sylvie Droit-Vollet a fait quelques travaux là-dessus. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que ça... Alors là aussi, il faudrait se pencher précisément sur qui pratique la méditation et quels sont les sujets à qui on propose cette méditation. Est-ce que vous êtes des méditants experts, finalement? Et là, apparemment, il y a des résultats mais pas forcément sur une simple pratique de quelques jours ou quelques semaines. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi variable selon les niveaux de pratique pour pouvoir agir sur le temps. Effectivement, si on modifie aussi le sommeil, il y a effectivement des travaux là plus en neurosciences qui vont montrer des effets sur la façon d'estimer le temps. Merci. Alors, vous avez un certain nombre de questions qui parlent des animaux, bien sûr. Hein. Est-ce que les animaux ont une perception du temps? Est-ce que alors, par exemple, alors on nous parle des chiens, des oiseaux, des primates. Ont-ils une notion du temps? Vivent-ils seulement dans le présent? Est-ce qu'ils ont une idée du lendemain? On nous fait remarquer également que le chien n'aurait que quelques périodes essentielles qui seront le départ et le retour du maître, mais que tout le reste tomberait dans le vague. Est-ce qu'on a, alors je comprends que c'est déjà difficile d'étudier les enfants et les adultes. Est-ce qu'on a des notions sur la perception du temps chez les animaux? Je pense qu'il doit y avoir des choses, mais je vous avoue ne pas m'y être penchée. Donc, je serais bien incapable de répondre à ces questions, mais elles sont effectivement passionnantes. Ça appelle à aller voir du côté des animaux, c'est sûr. Mais les premiers travaux, en tout cas pour les horloges internes, il y avait des travaux comparatifs sur homme-animal, justement, qui montraient que les animaux aussi arrivent à estimer des choses très courtes en termes de durée. Mais je ne connais pas plus. Alors, on peut peut-être, alors on a mêlé parmi ces questions, on a énormément de témoignages de satisfaction. Hein.
pour votre exposé clair, précis, concis, etc. Donc, on assure qu'on va acheter votre livre. C'est quand même une bonne nouvelle aussi. Donc voilà. Non, mais c'est vrai. Alors peut-être qu'on peut en rester là en terminant par une remarque que j'essaye de retrouver, que je vais retrouver. Ah oui, alors attendez, le temps de retrouver, je vais poser la question. Que pensez-vous de l'expression « n'allez pas plus vite que la musique » ? Ça me permettra d'avoir du temps pour retrouver. Allez pas plus vite que la musique, c'est joli. Mais je crois que les musiciens sont d'excellents experts du temps, justement. Oui. Alors attendez, non mais c'est très compliqué parce qu'au fur et à mesure que j'essaye de m'y retrouver, les questions tombent. Vous avez bien sûr vous n'avez pas parlé de la mort. Oui. Et des relations donc avec le sentiment de la décrépitude et de la mort. Bah, c'est sans doute pour cette raison qu'on se pose ces questions sur le temps, cette conscience que l'on a une finitude. Donc le rapport à la mort est sans doute lié à notre thème du jour, cette capacité que l'on a à pouvoir réfléchir sur notre inscription dans le temps en tant que sujet, à l'échelle de notre vie, avec cette idée qu'on sait tous qu'il y a une fin. C'est sans doute une particularité là qui est… alors, est-ce que c'est proprement humain cette question? Je ne pourrais pas te dire de façon assurée, mais en tous les cas, probablement cette conscience de la fin nous amène à réfléchir sur notre rapport au temps, ou sur nos rapports au temps.